Là, pour le coup, dans mon expérience, j'ai travaillé sur pas mal de dossiers. Il lui a fallu 15 ans pour avoir un financement. Oui. Et pas sur des moindres, hein. Le défibrillateur, le capteur pour la pompe à diabète. Si Coca-Cola m'appelle en me disant « recrutez nos leaders », je vais dire « non, moi je veux pas recruter pour vous ». On a besoin de dégager de l'argent pour faire de la recherche et du développement. Si on n'est pas capable de réinvestir, on ne peut pas faire d'innovation. La balance commerciale UDM qui est de moins 10 milliards, quelque chose comme ça. Juste sur les prothèses et implantables, c'est plus de 300 millions. Donc, concrètement, qu'est-ce que vous faites au SNITEM pour relever ces défis-là? Bienvenue sur Health Tech in Progress. Avec Meriadec Guignard et David Mercier. Eh bien, on va partir quand vous êtes prêts. À chaque fois, c'est pareil, on ne sait jamais trop comment démarrer, donc il faut démarrer dans le flow, dans le flow directement. Je sais comment démarrer. Déjà, Laurent... déjà là, c'est un démarrage avec vous. C'est parti. Chaque fois, il n'y a pas de début, il y a une fin, mais on ne sait pas quand ça commence. Alors en fait, j'aime bien le concept des canapés comme ça. C'est hyper cosy. Merci Laurence d'être là. Ça me paraissait vraiment essentiel de t'avoir dans le talk show Health Tech in Progress. Alors Laurence. Que dire? Parce que tu me l'as vendu, je l'ai découvert, mais il y a beaucoup de choses à dire. Je savais pas que j'étais à vendre, ça c'est la première nouvelle. Non, t'es pas à vendre, je t'ai vendu apparemment. Vendu, oui. Alors en fait, si tu veux, quand j'ai parlé un peu autour de moi en disant, bah voilà, on va interviewer Laurence, les gens me disent, ouais, bon, ok, tu vas encore lui cirer les pompes. Et en fait, c'est vrai. Il y aura peut-être un peu de jalousie là-dessus, mais bon, je vais le prendre comme ça. Alors en fait, je vais pas le cacher, c'est vrai que j'ai beaucoup d'admiration pour toi depuis longtemps. Je t'aime beaucoup, j'aime beaucoup tes valeurs humaines. Bah, je vais y aller moi aussi. Donc, je vais me sentir un peu isolé. Et donc les gens qui vont nous regarder vont se dire bon bah voilà, en fait on avait dit et il est en train de le faire. Mais la réalité c'est quoi? Si on reste objectif, c'est que tu as été la première femme présidente d'une grosse medtech, Medtronic. Bon, ça, c'est un fait. Tu es la première présidente chez GE Healthcare France. Et la première femme influenceuse sur LinkedIn, parce que c'est toi qui as lancé le mouvement sur LinkedIn à communiquer. Alors, tu es quasiment première partout. Alors tu sais quoi, c'est souvent ce qu'on m'a reproché d'ailleurs, c'est d'être une première de la classe. Donc c'est bon, ça correspond. Et en fait, il y a encore des hommes qui disent que si tu es à ces postes-là, c'est parce que justement tu es une femme. Qu'est-ce que tu auras envie de dire à ces personnes, en tout cas à ces hommes qui, peut-être même à certaines femmes, qui pensent que tu es à ces fonctions parce que t'es une femme et rien de plus. On a mis les deux pieds dans le plat directement. Eh bien, déjà, j'aimerais bien voir la liste. Comme ça, j'aurai une belle conversation avec eux parce qu'une de mes caractéristiques, c'est toujours de dire ce que je pense. Et c'est certainement pas pour ça, d'ailleurs, que j'ai pris ces postes. Non, je pense que c'est complètement faux. J'ai passé une première partie de ma vie a clairement plutôt essayé de me cacher dans un monde d'hommes, parce que par contre aussi, j'ai été une des premières femmes à faire un bac E, donc à être entourée que d'hommes. J'ai été une des premières femmes à faire une école où il y avait que des hommes. Un bac E. Voilà, vous êtes tous trop jeunes. Mathématiques, physique et technique. Voilà, mathématiques, physique et technique. Voilà. Ce qui est pas mal quand on travaille dans le DM, quand même, ça sert tous les jours. Et puis, je pense que surtout ce qui me caractérise, messieurs, puisque là, à première vue, même si tu as dit qu'il y avait certaines femmes, c'est que j'ai surtout pris en général tous les postes que les hommes ne voulaient pas dans ma carrière. Et c'est certainement pour ça que je suis là. Okay. Mais l'introduction est parfaite parce que j'allais commencer, justement, c'était le sujet qu'on avait abordé en préparation, Laurence dans un monde d'hommes. Et c'est ce qui a un peu jalonné ton parcours depuis le début. Je sais que tu m'en as parlé un petit peu dans l'enfance déjà, etc. etc. Ouais. Voilà, n'hésite pas à revenir dessus pour montrer que c'est possible.
Alors moi, j'aime bien aborder cette problématique. J'ai eu une chance extraordinaire. Alors il y en a que ça pourrait faire pleurer. Moi, je dis que c'est une chance. J'ai été élevée par un père, comme je te l'ai dit, et ma grand-mère. Donc j'ai pas eu de modèle féminin. Moi, on me demandait pas de placer la table, faire la lessive. J'ai accompagné mon père, couper du bois, monter une maison, parler politique. Donc j'ai pas de modèle féminin. Et du coup, ça a été ma chance parce que dans toute ma carrière et encore jusqu'à maintenant, j'essaie pas de me dire je suis une femme. Non, je suis la personne qui gère ce qu'elle a à gérer dans le monde du dispositif médical. Et j'essaie pas de cocher toutes les cases. Je sais que je suis pas parfaite. Je sais qu'il y a des gens qui m'aiment pas. Je sais qu'il y a des gens qui m'aiment. Voilà. Je crois que c'est le cas de David. On verra après. Non, mais les gens ont plus d'admiration pour toi que l'inverse, Oui, quand même. je pense que la balance, faut dire Mais par contre, ce que je dis toujours, c'est ça serait bien que on puisse arriver à l'égalité, parce que pour le coup, c'est ce qui importe. Et pourquoi l'égalité? Parce que ce qui est important quand on travaille en équipe, alors c'est vrai évidemment dans le dispositif médical, mais c'est vrai dans l'ensemble des environnements, c'est la diversité, c'est les idées qu'on va apporter. Et si tout le monde se ressemble, on n'a pas les bonnes idées. Donc je pense que c'est ce qui est le plus important. Donc pour moi, le challenge, c'est comment faire pour qu'il n'y ait pas que les femmes qui ont eu des histoires un peu particulières, parce que quand vous regardez les histoires, c'est souvent un peu le cas, en fait, pour qu'ils puissent, se dire, eh ben oui, on va pouvoir être juste l'égal des hommes et faire notre travail avec nos équipes. D'accord, ok. Donc ça, c'est vrai que c'est intéressant, c'est qu'il n'y a pas que des parcours particuliers, il faut que tout le monde... En tout cas, c'est une des batailles que j'ai prises, c'est comment est-ce qu'on peut être certain que l'ensemble des femmes, peu importe ce qu'on ait fait, comme étude, d'où on vienne. Moi, je suis un pur produit de l'ascenseur social, mais il n'y a pas non plus besoin d'être un produit de l'ascenseur social pour pouvoir gérer une grosse société. Mais est-ce que le fait que tu aies baigné dans un monde d'hommes dès l'enfance, en réalité, est-ce que ça, tu dirais que ça a eu un impact sur ton style de management? C'est intéressant comme question, ça. Alors, sur mon style de management, je pense pas que c'était le point le plus important. Le point le plus important pour moi, dans l'impact de mon management, je pense que je suis quelqu'un qui a beaucoup d'empathie, qui écoute beaucoup, et j'ai une certitude, c'est en écoutant qu'on peut trouver les meilleures idées, les meilleures solutions, en fait. C'est le fait d'avoir été différente. Quand tu habites dans un village, que tu es élevé par ton père, qui n'a pas beaucoup d'argent, qui a 2 jobs, oui, ça fait la différence. Donc c'est le fait de m'être sentie souvent un peu différente et de me dire que ce que je voulais pas, c'est que les autres se sentent différents et exclus. Ouais. Est-ce que tu l'as senti, cette différence? Est-ce que tu l'as mal vécu ou est-ce que c'était neutre? Est-ce que tu l'as bien vécu? Aujourd'hui, c'est une force, mais est-ce que à l'époque, c'était... je vais pas te dire que quand t'es enfant et qu'il y a des choses que tu peux pas faire et que les autres font, c'est toujours facile. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que j'ai été entourée d'amour par mon père, ma grand-mère, ma famille, et que ça reste la chose la plus importante dans la construction de l'être humain, en fait. Complètement, ouais. Et en fait, moi, quand j'ai commencé ma carrière de recruteur en 2000, je l'ai entendu. On ne veut pas recruter de femmes. Vraiment, tu l'entendais vraiment? J'ai du mal à imaginer un monde où il y a des gens qui disent ça. Alors, je ne sais pas pourquoi, mais ce que je disais à Laurent, c'est soit parce que j'ai fait des études où il y avait 75% de femmes, on était dedans, etc. Non mais attends, mais je n'ai pas terminé. C'est pas que les femmes. C'est pas de noirs, pas d'arabes. Pas d'handicapés, t'as oublié aussi. Alors ça, j'ai pas vraiment... moi je l'ai entendu. Moi, je l'ai entendu. Mais... Je ne peux pas imaginer des gens dire ça, moi. Ça me paraît vraiment... Mais en fait, si tu veux, c'est un peu sous couvert de... non, mais c'est pas moi. C'est les clients, en fait. Ah, d'accord, c'est eux qui disent c'est le client. Parce que moi, je les recrute très bien, les femmes. Mais tu comprends, on vend des équipements. Donc, les équipements, c'est lourd. Attends... si c'est lourd pour une femme, c'est aussi lourd pour un homme. En tout cas, ce qui est sûr, moi j'ai passé toute ma carrière dans le dispositif médical. J'ai commencé en vente avec ma petite mallette. J'ai fait à peu près tous les postes. Et ce qui est certain, c'est que j'ai pas vu de femmes qui faisaient pas super bien leur boulot. Et tout au contraire. Donc, il n'y a pas de problème.
Par contre, tu me disais que chez G, aujourd'hui, en maintenance, il y a quand même que 12% d'hommes, et donc là-dessus, il y a quand même des postes où... Alors, oui, et d'ailleurs, c'est pas que chez G, je pense que dans toutes les sociétés, c'est quel est le chiffre que l'on peut atteindre au plus haut niveau pour avoir des femmes, quel est le pourcentage de femmes qu'on peut avoir dans le middle management, parce que alors ça, on pourrait en parler, mais l'heure et demie va pas nous suffire, parce que c'est bien évidemment plus compliqué quand on a un poste où on part la nuit, on doit faire garder les enfants. En général, là où on y arrive, c'est sur les fonctions de vendeuse ou vendeur, j'allais dire, parce que si tu rentres chez toi le soir et que tu as un petit secteur, ça se gère bien. Voilà. Okay. Donc ça c'est la réalité. Mais oui, c'est possible. Maintenant, dans la maintenance, là, je pense que l'image, elle joue, en effet. Maintenant, on voit quand même aussi des femmes qui sont transporteurs et qui conduisent des très gros camions. Hein. Elles font bien leur job, peut-être juste un peu différemment. Et c'est... comment est-ce que tu arrives à aller les trouver? Donc, il faut les chercher pour les trouver. Donc, moi, je fais partie des personnes qui pensent que des fois, il faut faire du recrutement positif et dire là, je veux un élément féminin, parce que tant que tu n'as pas le premier élément féminin, tu ne peux pas y arriver. Et puis surtout, il y a tout le travail qu'il faut faire. Et ça, je pense que c'est aussi une des responsabilités de nos entreprises, d'être certain qu'il y a aussi les femmes dans les écoles, parce que si tu n'as pas les femmes dans les écoles, tu risques pas de les avoir après. Alors, dans l'inclusion, en fait, on parle moins des leaders noirs. Parce que moi, en fait, je constate que il n'y a pas de leader noir dans la medtech ou au global, dans l'industrie de la santé. Et alors, ça, on en parle moins, ou on n'en parle pas. Quelle est ta vision sur ce sujet-là? On est dans un environnement qui est hyper hypocrite. Et comme je dis souvent, prenez la photo des boards et vous verrez qu'il n'y a pas de noirs, en effet, comme vous verrez qu'il n'y a pas de femmes. Voilà. Ouais. Donc oui, bien sûr, c'est... Et concrètement, qu'est-ce qu'on peut faire, ou qu'est-ce que toi, tu as mis en place, ou qu'est-ce que tu vas mettre en place avec le SNITEM, parce que tu es la présidente du SNITEM, et donc tu es la voix de tous les industriels de la medtech. Qu'est-ce que concrètement on peut mettre en place pour faire en sorte que ça puisse évoluer positivement? Alors, j'allais presque reprendre, on va recommencer par un des axes. Quand j'ai pris la présidence du SNITEM, mais j'avais commencé avec Florence Urruc bien avant, on s'était demandé comment on peut adresser tout ce qui est RSE, en fait, dans nos entreprises du DM. Et je pense que ça rentre là-dedans, en fait, parce que souvent dans le RSE, on parle beaucoup du E, de l'écologique, mais il y a le S qui est social. Et on a fait aussi un gros travail. Donc maintenant, on a une charte RSE, donc où l'ensemble des adhérents ont signé. Et je pense que la diversité, ça fait partie de ce point-là. Pour une raison très simple, en fait. Et ça, c'est pas moi qui l'ai dit, c'est un de mes anciens patrons. C'est que quand on a des équipes, elles doivent aussi ressembler à nos clients. Et nos clients, il y a d'ailleurs souvent plus de femmes maintenant chez les médecins ou dans le corps médical. Mais il y a aussi des gens de couleur, il y a des gens de toutes les cultures. Donc, il y a un moment, il faut que nos équipes, elles soient en parallèle de nos clients. Sinon, nos clients ne vont pas se reconnaître dans nos entreprises. Donc, je pense que c'est une responsabilité collective. Évidemment, pour pouvoir, j'allais dire, avoir cette capacité à vraiment échanger d'égal à égal avec nos clients. Et ça, je pense que c'est hyper important, parce que moi, j'ai une conviction, c'est que si on n'est pas dans la co-construction, on n'a aucune chance de pouvoir amener nos innovations, transformer notre système de santé. Ça, c'est vraiment une conviction extrêmement profonde que j'ai personnellement et qu'on doit aussi avoir au sein du SNITEM. Et si on n'est pas dans la diversité, c'est pareil. Je veux dire, si on n'a que des gens d'un certain âge qui vont penser avec leur méthode d'un certain âge, ça peut pas fonctionner. Mais à l'inverse, si on n'a que des jeunes qui ont aussi que la vie que des jeunes, ça fonctionne pas non plus. Donc je pense qu'il faut être des équipes diverses pour pouvoir résoudre les problématiques qu'on a à résoudre. J'ai lu un article dans la Tribune où tu parlais du Made in France. Et en fait, la medtech est totalement dominée par les sociétés américaines. Est-ce qu'il y a encore de la place pour innover et créer dans la medtech à la française? Est-ce qu'il y a encore un peu de place? Déjà, je pense que c'est bien de repartir du début. En effet, c'est quand on est dans le dispositif médical et quand on a une des nombreuses casquettes que j'ai, qui est la présidente du SNITEM, c'est comment est-ce qu'on amène les innovations aux patients. Parce qu'il faut quand même se rappeler pourquoi on fait notre job tous les jours. Hein. Alors, il y en a qui le font, c'est-à-dire qu'il y en a, ils veulent du chiffre et avoir leur petit salaire à la fin. Ouais, bon, ça n'a jamais été mon truc. Peut-être pour ça d'ailleurs qu'il y en a qui m'aiment pas.
Ceux-là, ils se reconnaîtront. Mais je pense qu'au final, c'est vraiment ce qui nous anime tous autant qu'on est. Après, il y a fabriquer en France. Et ça, oui, je pense que c'est hyper important. Maintenant, c'est complètement illusoire de penser qu'on va pouvoir tout fabriquer en France. Ça, je pense que c'est un autre point hyper important. Et le fabriquer en France, ça peut être dans les très petites sociétés, ça peut être dans les startups, dans les PME ou dans les grosses. Alors, moi, pour le coup, hasard peut-être de la vie, j'ai toujours été dans des sociétés américaines, mais toujours des sociétés qu'on fabriquait en France. Donc, le fabriquer en France, quels sont les avantages ? On va pouvoir travailler avec nos clients français, nos médecins. Et ça, je pense que ça c'est super important parce que je le vois bien avec les clients. Nous, on a des centres de recherche à peu près partout chez GE. Ils le disent tous, c'est pas la même chose que de travailler avec des ingénieurs basés en Inde, en Chine, aux États-Unis ou en France. C'est pas la même chose que de pouvoir avoir un centre de recherche à côté de Paris où on va pouvoir discuter. Donc, le Made in France, c'est pas simplement des sociétés françaises. Okay. Voilà. Et je pense que ce qui est important, c'est qu'on ait du Made in France qui puisse arriver à des capacités en termes de volume importants. Pourquoi ? Parce que ça va pouvoir permettre de continuer à faire de la recherche et développement. Et puis, pour ça, il faut rappeler une chose, c'est que ça permet de créer des emplois en France. Donc, la Startup Nation, dont on a été super fiers dans notre pays, c'est génial, à une seule condition, qu'on aide ces entreprises à grandir. Une start-up qui reste une start-up pendant 15 ans, je suis désolée, mais ça n'a pas d'intérêt. Il vaut mieux peut-être investir dans une grosse société qui va pouvoir développer des produits en France et qui va aussi pouvoir développer des emplois en France. Donc, le sujet que l'on a, à mon avis, dans le Made in France, c'est la réindustrialisation. Et c'est vrai que souvent, au SNITEM, on a été très longtemps uniquement sur la financiarisation. Comment est-ce qu'on va être sûr de se faire rembourser nos produits ? Comment on va être sûr de pouvoir mettre ces innovations en fait à la disposition de l'ensemble de nos clients ? C'est un point important, ça le reste. La RSE, c'est un point déterminant parce que même si c'est peut-être pas dans le sujet du jour, il y en a qui voudraient avoir moins d'écologie. En tout cas, on peut pas se permettre aussi d'avoir moins de social. Donc, écologie et social. Et la réindustrialisation, c'est le point critique. Comment est-ce qu'on donne envie à toutes les sociétés de reproduire en France ? Voilà, je pense que ça, c'est ça le Made in France. Du coup, concrètement, j'étais la semaine dernière avec des entrepreneurs, je crois qu'ils parlaient de la balance commerciale UDM qui est de moins 10 milliards, quelque chose comme ça. Juste sur les prothèses et implantables, c'est plus de 300 millions, c'est déjà une énorme... Donc concrètement, qu'est-ce que vous faites au SNITEM pour relever ces défis-là ? Alors déjà, la première chose qui est importante, et là c'est de plus en plus dur, c'est qu'on soit sûr, quand on fabrique un produit en France, c'est de pouvoir le vendre. C'est pour ça que cet axe financiarisation, il est super important. Okay. Parce que c'est quand même pas facile de se développer à l'étranger si t'es pas bien positionné dans ton pays. C'est une réalité. Peut-être la deuxième chose, et ça, les sociétés sont en train de le voir, parce que si vous vous rappelez, très longtemps, ça a été plus facile, en fait, de ces dernières années, de commencer par mettre sur le marché des produits en Europe et en France qu'aux États-Unis. Les États-Unis s'en sont aperçus, on est en train de complètement, en fait, basculer dans l'autre univers. Je ne savais pas que c'était le cas, que c'était plus simple avant et que... Voilà, en fait, c'est l'effet de balancier qu'on voit sur plein de choses. Donc là, pour le coup, maintenant, souvent, là, il y a une stratégie à avoir pour les plus petites sociétés, c'est quand ils mettent un produit sur le marché, c'est de se dire « Ok, je veux le mettre dans mon pays, mais il faut aussi que j'arrive à le mettre aux États-Unis parce que ça va être plus rapide. » Donc il faut j'allais dire, surfer sur la vague. Et puis après, il faut pouvoir, une fois qu'il est pris en charge dans le pays, il faut pouvoir continuer à le produire. Voilà. Donc ça, c'est tous les axes sur lesquels on travaille, en fait. Réindustrialisation, comment est-ce qu'on finance, tout l'aspect des normes, bien évidemment. Et là, c'est comment est-ce qu'on n'a pas des normes plus restrictives dans notre pays qu'en Europe. Voilà, on a, il n'y a pas très longtemps, voté pour les européennes. L'Europe, ça existe. Et si on a les mêmes règles du jeu pour tout le monde, c'est hyper plus facile pour les entreprises. J'ai déjà échangé avec des entrepreneurs qui disaient que finalement, l'intérêt des grosses boîtes américaines, c'est que les boîtes françaises, elles restent petites pour pouvoir les racheter pour une bouchée de pain s'il faut, etc., etc. Est-ce que c'est pas antinomique que tu sois dans un grand groupe américain, que tu représentes le SNITEM ? Voilà. Déjà, merci pour ta question, parce qu'il y en a plein qui le pensent, qui le disent pas, et puis il y a quelques-uns qui le disent. Et ça a été clairement aussi une des discussions quand j'ai pris la présidence du SNITEM. Donc la réponse est non.
non et non, pour plein de raisons. Déjà parce que je pense que j'ai une éthique irréprochable et je sais avoir plusieurs casquettes. Je sais être une mère, une femme d'entreprise et une femme, et je sais être la présidente du SNITEM et la présidente de General Electric Healthcare sans me marcher sur les pieds. Donc ça, c'est la première chose. Et quand je défends l'industrie du DM, je ne porte pas ma casquette General Electric Healthcare. Je porte ma casquette présidente du SNITEM. Je travaille dans le DM depuis 35 ans et c'est cette passion du DM qui fait que j'ai pris ce poste. Et c'est pas du tout un poste de représentation. Ouais. J'ai moi-même des parts dans des startups et je pense que le seul intérêt de notre environnement, du DM, c'est qu'il peut vraiment participer à ce changement dont on a besoin, en fait. On peut continuer de se plaindre, de se dire il faut donner plus d'argent, il nous faut plus d'infirmières, il nous faut plus de médecins. C'est pas ce qui va révolutionner comment on va gérer les patients dans l'avenir. On va pas pouvoir passer à 18% du PIB comme on est aux États-Unis. Donc, ça va être le courage que l'on va tous avoir collectivement de travailler différemment. Et l'EDM, pour ça, il est hyper structurant. Et j'ai eu la chance dans ma carrière de pouvoir travailler dans plein d'environnements du DM différents, de l'implantable, de la cardio, de la neuro, de l'équipement, de la radio, du diabète. Et une chose est sûre, c'est quand on voit ce que ça apporte aux patients, on voit bien que ça peut changer. Donc ça, on est sur l'innovation technologique. Après, ce qui va changer radicalement les choses, c'est comment est-ce qu'on va être en capacité de gérer les patients différemment. Donc ce qu'on appelle le parcours de soins. Et là aussi, il va falloir un peu de courage, parce que il va falloir que certaines personnes acceptent de faire des choses différemment et un peu moins d'argent. C'est vrai pour le corps médical, c'est vrai pour les industriels. Et c'est ça notre challenge. Et le seul intérêt, à mon avis, quand on a ce type de poste, c'est d'avoir du courage, de dire les choses, d'accepter un peu de faire la bouteille d'orangina, là, et puis de pas toujours aller dans le sens du vent. Okay. Parce que sinon, on peut pas y arriver. Voilà. Donc, c'est pas une question de est-ce qu'on a la taille d'une grosse boîte, d'une petite boîte, c'est est-ce qu'on a le courage de dire les choses et de faire avancer les gens ensemble. Ok, très clair. Tu as dit que tu avais des parts dans des startups. Mm-hmm. Je trouve ça génial, en fait, parce que moi, je côtoie énormément de startups. Il y a beaucoup de startups en France, et ça, c'est quand même plutôt une bonne nouvelle dans tout ce qui est numérique en santé, medtech, biotech. J'ai même des parts dans des fonds, mais qui gèrent des moyennes entreprises. Donc, pas de souci, je connais très bien les startups, les moyennes entreprises, les grosses sociétés. Alors, justement, les startups, en fait, il y a... elles sont intimement liées aux grands groupes, mais en fait, c'est totalement différent. Et en fait, c'est deux univers qui ont du mal à se rapprocher, en fait, parce que les startups, elles rêvent toutes de se développer, puis un jour de se faire racheter par Medtronic, par GE, par Stryker, Boston Scientific, J&J et les autres. Mais en réalité... ils n'ont pas vraiment de contact avec les grands groupes. Quel est le conseil que tu pourrais donner à toutes ces personnes qui dirigent aujourd'hui des startups et qui souhaiteraient se rapprocher de l'univers des grands groupes? Alors peut-être le premier conseil que je donnerais, qui est un conseil de bon sens, c'est faire les choses pour les bonnes raisons, déjà. La deuxième, c'est avoir étudié le marché, et pas que son marché local. Enfin, moi, j'ai plein de startups qui souvent m'appellent, et quand ils me décrivent leur projet, je dis, oh là là, mais là, je ne mettrai pas un centime dessus. Enfin, on va donner la liste des mauvaises idées. Ouais, non, mais il y a un truc qui est évident, c'est il faut que ce qu'on crée réponde à un besoin, ou au moins qu'on soit capable de créer ce besoin, en fait. Donc, oui. Et c'est vrai que c'est pas toujours simple. Et puis, il y a un moment, c'est aussi d'avoir cette lucidité, de se dire comment ça va être financé. Je vois aussi plein de gens qui, en gros, viennent me dire ah oui, non, mais là, il faut que j'obtienne un financement pour mon produit. Ouais, mais enfin, là, pour le coup, dans mon expérience, j'ai travaillé sur pas mal de dossiers. Il lui a fallu 15 ans pour avoir un financement. Oui. Et pas sur des moindres, hein, le défibrillateur, le capteur pour la pompe à diabète. Donc, comment tu te fais refinancer pendant 15 ans si tu n'as pas de financement dans ton propre pays et que tu commences par ton propre pays? Donc, avoir un bon business plan. Et pour ça, je pense que ça passe par écouter, échanger. Donc ça, c'est la première chose.
une start-up qui rêve uniquement de se faire racheter par une grosse société pour faire de l'argent, je suis désolée, mais il vaut mieux avoir un autre projet, ça a pas de chance. Je pense que l'intérêt à un moment, c'est comment est-ce qu'on travaille ensemble, et si le produit correspond à quelque chose que une grosse société en a besoin, oui, mais il faut pas que ce soit l'idée en tant que telle, en fait. Voilà. Il faut peut-être juste revenir au basique, comme back to the basic. Alors justement, le patient, puisque en fait, on est là pour lui aujourd'hui. Alors non seulement on est là pour lui, mais il faut tous se rappeler, on va tous être patients un jour, on a tous été patients, et on a tous des patients autour de nous. On le disait tout à l'heure, juste avant de commencer, effectivement, on l'est tous. Ouais. Et en réalité, il y a beaucoup de patients ou de personnes qui sont dans des associations de patients qui me disent, en fait, on travaille ni avec les grands groupes, ni avec les PME, ni avec les startups, et en fait, ils sont tous en train de créer des choses pour nous, et en fait, nous, on n'a pas notre mot à dire. Alors ça a vachement changé, et pour le coup, j'étais quand même une des premières personnes dans la société d'avant, entre autres avec Medtronic, et quand j'étais en diabète, avoir beaucoup travaillé avec le partenariat, avec les associations de patients. Alors oui, on vient d'un monde où les patients ont été presque ignorés, parce qu'on était dans l'innovation technologique et qu'on avait quand même du mal à faire le pont. Je pense que ça a changé. Je pense qu'on peut encore progresser. Je pense que la difficulté, en fait, c'est de ne pas s'intéresser à un patient, mais s'intéresser aux patients, en fait. Et je pense que c'est vraiment le côté un petit peu difficile parce que... Comment tu distingues les deux ? Parce qu'on a toujours une histoire quand on est patient, en fait. Enfin, moi qui ai fait longtemps du diabète, par exemple, un patient, il a son histoire et c'est pas l'autre patient. Donc c'est comment est-ce qu'on va travailler, en fait, sur l'histoire des patients, ce que ça va apporter aux patients et pas sur un patient. Alors que quand on est patient, en fait, c'est son histoire, comment on le vit qui est le plus important. Et ça peut être une erreur parce que je pense qu'on peut pas définir la bonne stratégie de cette façon-là. Et comment on fait la co-construction parfaite ? C'est quoi l'astuce pour faire travailler les patients ensemble, le public, le privé ? Alors, je pense qu'il n'y a pas de co-construction parfaite déjà, parce que je crois qu'il faut être réaliste. Par contre, il y a déjà un début, c'est de travailler ensemble. Donc, il y a déjà, ce que j'ai dit tout à l'heure, de la volonté, du courage. Moi, pour le coup, là, je pense que je l'ai démontré plusieurs fois parce que j'ai eu plein de projets qui sont à mon actif là-dessus. Et par contre, je suis absolument convaincue que c'est nécessaire. C'est-à-dire que si on met pas tous les points de vue un peu différents, celui des hospitaliers, celui des privés, celui des industriels, celui des patients, on peut pas y arriver. Et c'est comme dans une famille, quand on est autour de la table et qu'on a une dizaine de personnes, si on fait pas tous un petit peu d'efforts, on va pas se mettre d'accord sur le menu. Ouais. Et là, c'est la même chose. Il faut accepter que tout le monde, en fait, essaie un peu de comprendre le point de vue de l'autre. Mais ce qui est sûr, c'est que moi, dans les projets qui ont été les plus différenciants, où je pense qu'on a marqué l'histoire du dispositif médical, c'est quand on a travaillé sous un format, je veux dire, consortium à plusieurs. Et là, on revient à notre discussion du début, la diversité. Complètement. Voilà. Il y a quelque chose là qui me marque énormément dans la façon que tu t'exprimes, c'est que tu oses dire j'ai du courage, j'ai réussi tel projet. C'est des choses effectivement qu'on n'entend pas forcément de la bouche pendant de la période à plan de faille, j'ai fait tous les samedis après-midi France Info qui me reprochait d'avoir fait un partenariat public-privé. Donc il vaut mieux parce que sinon je serais sous la table. Mais du coup, l'assumer comme ça, d'assumer d'avoir du courage, d'assumer d'avoir eu des réussites, effectivement, il y a peut-être peu de leaders. Je trouve que ça donne un rôle modèle. Alors, il y en a qui aimeraient me voir changer, je ne vais pas changer. C'est ma caractéristique et je ne vais pas changer. Eh ben, ne change pas, effectivement, parce que on t'apprécie comme ça, on t'aime comme ça. En fait, l'industrie de la santé a plutôt mauvaise presse. Alors moi, j'ai toujours été surpris derrière par ça. L'armement, juste incroyable. Oui, c'est juste incroyable. Moi, je me dis, mais c'est dingue. On améliore la vie des patients, on sauve des vies. Ça a énormément de sens dans une carrière. Enfin, en tout cas, moi, je suis extrêmement fier de recruter des leaders pour l'industrie de la santé parce que je me dis, au final, on fait quelque chose qui a du sens, qui est vertueux. Je me verrais pas du tout recruter pour Coca-Cola. Si Coca-Cola m'appelle en me disant
recruter nos leaders, je vais dire non. Moi, je veux pas recruter pour vous, en fait, parce que pour moi, ça n'a pas de sens. Quel message tu pourrais donner aux gens et aux jeunes aussi, parce que j'essaye d'inviter les jeunes à s'intéresser à l'industrie de la santé. Il faut pas forcément être scientifique ou médecin pour travailler dans l'industrie. Il y a encore aussi ça qu'on a en tête. Et puis, j'aimerais avoir ton avis sur ce sujet. Alors, mon avis, c'est que je pense que personnellement, il n'y a jamais un matin où je me suis levée en me disant qu'est-ce que je fais, pourquoi je vais travailler. Et ça, c'est juste une chance exceptionnelle. En effet, j'ai beaucoup de mal à comprendre les gens qui vont travailler juste pour avoir leur salaire. Et ça, je pense que c'est la force de l'industrie de la santé. L'EDM, c'est encore, c'est encore plus beau. Parce qu'en plus on voit ces innovations, on voit ce qu'on change, on voit le résultat sur les patients. Enfin, moi je pense que j'oublierai jamais quand je te disais j'avais ma valise, ça va de quand je faisais du stent œsophagien où ces patients ça leur permettait de manger, c'était dur, c'était juste palliatif, à ces patients diabétiques qui pouvaient faire du sport, à ces gens que ce soit après une valve cardiaque qui peuvent revivre. Enfin, ça change la vie des patients. J'ai été moi-même, je m'en souviens, moi j'ai fait l'ESTA à Belfort, ça m'arrive d'aller donner des cours où un jour il y a un étudiant qui me dit ouais mais l'industrie de la santé c'est sale, vous faites du fric sur le dos des patients. Vous faites du fric sur le dos des patients. Je pense que c'est hyper important qu'on communique et ça aussi c'est un axe sur lequel on travaille au SNITEM parce que souvent on connaît le médicament. Oui. On ne connaît pas le DM, parce que c'est hyper compliqué le DM. Le DM, ça va du pansement, comme je dis, à l'IRM, en passant par le pacemaker, en passant par le robot, en passant par des canules. Donc, avoir un seul message, c'est vraiment très, très compliqué. Donc, il faut communiquer. Il faut communiquer partout et ça aussi, c'est des choses qu'on fait avec le SNITEM. On va dans les écoles, on fait des forums, on a la journée start-up et je pense qu'on doit encore accélérer la communication pour que les gens comprennent qu'en fait, c'est leur quotidien en fait et donner envie en fait aux jeunes, entre autres, de venir travailler avec nous. Et là, je pense que allez, je vais le dire. Je pense que les entreprises, elles ont aussi leurs responsabilités. Ça, c'est vraiment une conviction personnelle que j'ai. C'est-à-dire que les jeunes, quand ils veulent pas forcément venir travailler chez nous, c'est pas forcément dans le DM qu'ils n'ont pas envie. Ça peut être aussi dans les entreprises qu'on représente. Donc, je pense qu'on a aussi une responsabilité en tant qu'entreprise de se dire, il y a le modèle qu'on a eu, il y a le modèle qu'on a, et quel est le modèle de demain pour être sûr qu'on puisse recruter, en fait, et qu'on puisse avoir des personnes diverses, des jeunes qui viennent pour travailler pour les bonnes raisons. Parce qu'il ne faut pas se leurrer. Et je vais pas faire plaisir à tout le monde. Mais il y a quand même toute une catégorie de personnes qui travaillaient dans l'industrie parce que c'était bien rémunéré dans l'industrie de la santé. Et ça a changé. Ça a changé. Je pense qu'en effet, il y a plein d'industries où on peut avoir des rémunérations bien plus importantes que ce qu'on a dans le dispositif médical maintenant. Ça, c'est clair. Oui, donc, il faut venir pour les bonnes raisons et on doit attirer les jeunes pour les bonnes raisons. J'ai une question là-dessus quand même. Peut-être, je ne sais pas s'il y a une vraie différence entre le monde du DM et le monde de la pharma. Mais là, actuellement, dans la pharma, ça se resserre. Il y a des plans sociaux. J'ai des gros labos en tête. C'est la même chose. Et alors que pourtant, ils font des résultats qui paraissent choquants aux yeux du grand public. Comment on peut expliquer ça Alors, comment on peut l'expliquer ? Je pense que malheureusement, et là c'est un peu d'actualité, les gens ont oublié que le Covid est passé par là. Et je pense que nos grands patrons, ils cherchent aussi à comment ils réagissent un petit peu par rapport à ça. Après, les sociétés, oui, on est sur les marchés, donc il y a un moment, il faut réussir à dégager de l'argent. Maintenant, il faut se rappeler d'une chose quand même, c'est qu'on a besoin de dégager de l'argent pour faire de la recherche et du développement. Si on n'est pas capable de réinvestir,
on ne peut pas faire d'innovation. Et ces innovations, ça prend du temps. Ouais. Et dans le DM, ça prend encore plus de temps. Et je pense que ça, il faut revenir sur une start-up. Quand on est une start-up dans la santé, ça peut être 10, 12 ans, 15 ans, en fait, pour pouvoir mettre le produit sur le marché. Donc, c'est toute la chaîne, en fait, de valeur qui prend du temps et qui demande de l'argent. Donc, du coup, c'est un équilibre à trouver, etc. Parce que là, je sais que j'ai des amis en labo, ça recrute pas. Alors, pourtant, ils sont vraiment géniaux. Même en alternance, ça prend pas forcément à la suite de l'alternance. Alors que on voit les résultats du labo, on se dit bon, quand même ils abusent un peu, mais du coup effectivement c'est réalloué, il y a toute une dynamique que les gens maîtrisent pas derrière sur. Mais le sujet c'est pas que l'industrie de la santé, c'est que c'est toutes les sociétés industrielles, c'est aussi les banques, c'est le luxe, c'est toutes les sociétés qui fonctionnent de cette façon. On peut pas sortir des nouvelles technologies qui vont sauver ou améliorer la vie des gens juste en claquant des doigts comme ça. Il faut énormément d'argent. C'est peut-être ça aussi que les gens ont du mal à intégrer. Je parlais de courage tout à l'heure, il y a l'argent, mais il n'y a pas que ça, il y a aussi le changement, en fait. Je pense que tout à l'heure, je parlais des parcours patients. Je veux dire, il y a un moment, il faut du courage pour dire comment est-ce qu'on va travailler différemment. Et c'est pareil dans les entreprises. Et je pense que l'une des plus grosses problématiques qu'on a, en fait, à l'heure actuelle, et on le voit tous les jours, c'est que les gens, ils veulent pas changer, en fait. Ils veulent pas. Mais on n'a pas le choix. On n'a pas le choix. C'est extrêmement compliqué. On doit être en capacité de changer et à un moment, en fait, se dire qu'en changeant, ça sera peut-être pas mieux ou pas pire, ce sera juste différent. Et sur la prise en charge des patients, c'est la même chose. Et dans les entreprises, c'est la même chose. Et comment tu fais, toi, pour insuffler ce changement? C'est quoi tes méthodes de management, vraiment, pour te connaître personnellement Voilà, moi j'ai une conviction, c'est que déjà, il faut faire les choses dans le bon ordre. Donc, c'est quel est notre objectif? Quelle est notre stratégie? Et ça, c'est pas toujours le cas dans les entreprises. Faut être honnête. On voit des fois un peu des stratégies un peu bullshit. Qu'on va pouvoir sur un PowerPoint. Mais c'est pas ça la stratégie. La stratégie, c'est comment est-ce qu'on est capable d'en parler à nos employés? Comment est-ce qu'on est capable d'en parler en externe? Si déjà, alors moi je pars d'un principe, si on est capable d'expliquer avec des mots simples une stratégie d'entreprise en interne et en externe, je pense qu'on a gagné 80% de la bataille. Parce qu'après, on fait quoi? Il faut qu'on mette les plans d'action en place. Et moi, je suis absolument convaincue d'une chose, c'est on doit expliquer. Si on explique, les gens ils vont être en capacité de changer. Ils vont être en capacité de faire les choses différemment. Et ça a toujours été ma méthode de travail, d'ailleurs dans les entreprises, mais c'est aussi la même chose au SNITEM, dans tout ce que je fais tous les jours. C'est de me dire, si je suis pas capable d'expliquer simplement avec des mots simples, et il y en a peut-être d'ailleurs qui vont me faire le reproche, c'est peut-être un peu trop simple là. Oui, en tout cas, moi, quand je comprends pas ce que les gens racontent, je peux pas adhérer. Et c'est se rappeler de cette base-là. Pour adhérer, il faut comprendre. D'ailleurs, peut-être que nos politiques en ce moment devraient aussi essayer de se rappeler de ce genre de détails. Et en fait, il y a aussi autre chose. Je reviens sur la communication. En fait, on est abreuvé de communication sur Apple, Amazon, l'industrie du luxe, LVMH, etc. Et en fait, je parle avec certains dirigeants qui me disent « Ouais, mais nous, on ne peut pas communiquer, notamment sur LinkedIn, parce que c'est interdit, il y a la compliance, etc. » Quel est ton... Et donc ça, c'est un vrai sujet, parce que pour... Alors, la com, c'est vraiment un vrai sujet. Et par exemple, au sein du SNITEM, je crois qu'il n'y a pas une réunion, on n'a pas cette discussion où chacun a un peu son avis, qu'est-ce qu'on doit communiquer, comment on doit communiquer, à qui on doit communiquer. Donc ça, c'est un des enjeux. Je pense qu'il y a toujours une façon de communiquer. Par contre, je pense que ce qui marche, c'est quand on communique pour les bonnes raisons. Ça, si tu veux juste communiquer pour, je sais pas, améliorer ton image, je suis pas sûre que ça a beaucoup d'intérêt. En tant qu'industriel, on peut communiquer. Oui, il y a des règles, mais on peut quand même communiquer. Alors, si on a un produit remboursé, on n'a pas le droit de communiquer sur le produit en tant que tel, parce qu'il est remboursé, oui, mais ça ne nous empêche pas de communiquer sur la thérapie, par exemple, et expliquer en quoi un produit va servir, en quoi ça va sauver la vie du patient. On a le droit de le faire du moment où on dit pas son nom. C'est important. Voilà. Donc, c'est juste de respecter les règles, mais on peut communiquer. Par contre, là aussi, ça demande un peu de réfléchir à comment on peut faire les choses. C'est tout mon travail, moi, actuellement, avec les clients qu'on peut avoir, c'est est-ce que ça passe sur l'environnement, est-ce que ça passe sur... En tout cas, ce qui est certain, c'est que je pense qu'il faut remettre tous les jours, en fait, un petit peu le sujet sur la table. Et puis, on le voit bien, communiquer dans une période comme celle-ci, c'est quasiment inaudible, en fait. Donc,
c'est aussi que chacun, en fait, se pose les bonnes questions, comment on le fait, quand est-ce qu'on le fait, mais en tout cas, il faut le faire. Moi, je suis juste ahurie autour de moi. Ça commence par ma propre famille. Hein. Tiens, t'as eu un pacemaker, c'est quelle marque ? J'en sais rien. Mais du coup, qu'est-ce qui t'a mis comme pacemaker ? J'en sais rien. Mais monochambre, double chambre, triple chambre, je ne sais pas. Enfin, il y a un moment, il faut qu'on fasse de l'éducation, comme quoi la santé, c'est déjà l'affaire du patient. Et on n'est pas là pour faire plaisir au médecin qui va mettre son produit, on n'est pas là pour faire plaisir à l'industriel, on est là pour atteindre un objectif qui est que le patient soit guéri, soit amélioré, mais on se doit d'expliquer les choses. En tout cas, moi, personnellement, je le fais en tant qu'entreprise, mais je le fais aussi personnellement, vraiment d'essayer d'expliquer les choses. Et moi, il n'y a rien qui me fait plus plaisir, excuse-moi, je te coupe 2 secondes, quand j'ai des gens qui me disent « Ah là, j'ai vu ton post sur Facebook, tu sais quoi, je suis allée voir ma grand-mère et je lui ai dit, maintenant, il faut que tu ailles voir ton médecin parce que je pense que là, il y a peut-être une solution. » C'est ce que j'allais dire, c'est quelle est ta ligne édito finalement ? Alors moi, ma ligne édito, c'est perso, pro, la même chose. Je fais pas de différence. Voilà. Je partage les mêmes communications sur mon LinkedIn, mon Facebook et même des fois sur mon Insta parce que je pense que la santé, c'est l'affaire de tous. Et c'est pas uniquement l'affaire de nos politiques, c'est pas uniquement l'affaire des industriels, c'est l'affaire des patients et c'est notre responsabilité collective. Si les gens, ils sont bien éduqués et bien soignés, on va commencer par les mieux. Et j'invite vraiment tous les dirigeants de l'industrie de la santé, de la medtech, à s'inspirer du mode de communication de Laurence parce que c'est la bonne ligne. Donc en fait, communiquons parce que on va évangéliser le marché, les patients seront mieux informés et puis les jeunes talents voudront venir travailler dans notre industrie et on a tous besoin de ça. On a besoin des premiers de la classe. Et je vais rebondir là-dessus parce que je pense que c'est un point hyper intéressant où ça arrive, il y a des gens qui me disent ah, tu communiques pour toi. Mais non, je communique pas pour moi. Je fais pas campagne, je vais pas me présenter. Enfin, non, je communique parce que je suis vraiment convaincue que cette santé, en fait, elle est hyper importante et qu'on n'a pas le droit de se laisser aller, en fait. On doit être certain de pouvoir avoir plus d'industrie dans notre pays, de faire du Made in France et que derrière l'EDM, c'est une vraie solution qui permet et qui va permettre de transformer en fait ce qu'on doit transformer dans notre pays. Je comprends pourquoi les gens ils disent ça parce que finalement il y en a beaucoup qui font une communication qui est pas désintéressée. Donc de réussir à faire la distinction entre une communication intéressée ou désintéressée, c'est compliqué. Ouais, vu que la majorité fait une communication qui n'est jamais très désintéressée, c'est normal qu'on puisse te le faire remonter. Mais peut-être que ça change. Après, c'est jamais tout blanc, c'est jamais tout noir. Ça m'arrive quand on échange par LinkedIn interposé, de pas être d'accord avec David, et ben je lui dis voilà. Ouais, bien sûr. C'est vrai que David, il n'hésite pas à dire. Voilà, et moi aussi, voilà. Dernièrement, j'ai dit non, je suis pas d'accord avec toi. Ouais. Écoute, c'est bien. Et d'ailleurs, j'invite tout le monde à réagir de la même façon. C'est-à-dire que lorsque je m'exprime sur LinkedIn, je détiens pas de vérité. Et d'ailleurs, je recherche ça. C'est la diversité des idées. Emmanuel Macron m'appelle. Oui. Et il me demande de recruter son ministre du Travail, de la Santé et des solidarités. Et donc, je dois lui constituer une shortlist. Et en fait, moi, je mettrais bien Laurence Contarassus dans cette shortlist parce que elle coche les 3 cases en réalité. Le travail, la santé, les solidarités, on a parlé des 3 choses en réalité, donc en fait, ça me je l'attendais pas celle-ci. Et surtout, en plus, on sent que c'est viscéral. C'est ça qui est intéressant, c'est qu'il y a des gens, j'ai pu parler avec beaucoup d'entrepreneurs, je pense que ça va être pareil pour toi, David. Tu sens que c'est fake. Là, on sent que c'est viscéral. Ah, tu parlais de Laurence Viscéral. Oui. Je croyais que tu disais c'était viscéral. Il a envie qu'il appelle. Non. Et en fait, bon, Emmanuel Macron m'a pas appelé. Hein. Mais s'il m'appelait, moi je mettrais dans une shortlist Laurence Contarassus parce que je pense que tu coches toutes les cases et en plus tu as un style de communication qui est le bon en fait. Tu as le ton juste et c'est certainement ce qui nous manque en fait dans la politique. Alors on a déjà eu ce type de discussion par le passé, mais
Qu'est-ce que tu en penses, toi? Qu'est-ce que tu dis? Alors, ce que je dis... Si tu ne devais pas réfléchir, tu as 10 secondes pour Ouais, réfléchir. non. L'heure est grave et cette question maintenant, c'est pas la même question que si tu l'avais posée il y a 2 ans ou j'espère que Oui. si tu l'as posée dans 5 ans. Ce que je dis, c'est que c'est un sujet qui est déterminant pour notre pays, dans lequel on a eu plein de ministres, plein d'ailleurs qui étaient certainement très, très brillants, et que c'est pas une question d'homme ou de femme, donc d'homme avec un grand H. Il n'y a pas une personne qui va régler ce qu'on doit régler. C'est une question de continuité, c'est une question de courage, et c'est une question d'équipe, et c'est une question d'objectif. Enfin, je ne vais pas changer de ligne depuis ce que j'ai dit tout à l'heure. Si on me disait, on revoit la façon dont on travaille, et on va essayer de travailler sur comment est-ce qu'on va transformer notre système de santé à 3 ou 5 ans. Et ça, c'est une discussion qu'on avait eue avec Emmanuel Macron dans le cadre du SNITEM avant qu'il soit président. Comment est-ce qu'on peut avoir un plan pluriannuel et que vous soyez certain, comme dans une entreprise en fait, que vous allez avoir un plan, que vous allez pouvoir l'expliquer, vous allez pouvoir le dérouler et que vous allez prendre le temps en fait de travailler avec tous les acteurs pour pouvoir changer ce qu'on doit changer. Là, je dirais peut-être parce que je pense que ça veut dire que c'est pas déjà de la politique comme on en fait maintenant, mais ce qui moi me gêne dans le côté politique, c'est que dans la façon dont c'est fait actuellement, ça non. La réponse est non. J'ai pas envie de mettre en pâture toute ma famille pour des mauvaises raisons, parce que c'est jamais personnel quand on fait de la politique. Ce projet-là, ce serait oui, mais peut-être pas dans le cadre, en tout cas, non dans le cadre actuel, ça c'est sûr, pour plein de raisons, et en tout cas différemment. Si la question c'est est-ce que tu serais prêt à relever tes manches, à travailler avec l'ensemble des acteurs pour les coordonner, à trouver comment est-ce qu'on va expliquer à la population les changements qu'il faut faire, pourquoi on doit les faire, et essayer de mettre les plans d'action en place, même si je sais que ce sera hyper difficile, je dirais oui. Si la question c'est est-ce que tu veux être ministre de la Santé dans la façon dont on l'entend maintenant, la réponse est non. Okay. La politique, comment tu fais pour sortir de la politique? Parce que finalement, aujourd'hui, avec les postes que tu occupes, que tu as occupés, il y a une grande partie de politique. Est-ce que des fois, tu n'es pas appelé justement par les sirènes politiques et tu sors un petit peu du concret? Oui, mais jamais dépasser les bornes. Et du coup, je prends des risques tous les jours parce qu'il y a des fois où non, je ne fais pas de politique. C'est quoi le plus gros risque que tu aies pris? Le plus gros risque, c'est celui que j'ai dit à mes enfants, mais depuis toujours. Un jour, maman rentrera, elle n'aura plus de poste. Je me souviens que la dernière fois, quand je suis passée de chez Medtronic à GE, elles m'ont dit, mais maman, un jour, tu m'as dit que tu te ferais virer, là, c'est toi qui décides de partir. Ça finira certainement par arriver un jour. Voilà, c'est le plus gros risque. Mais est-ce que c'est un risque? Non, ce sera une opportunité de faire autre chose le jour où ça arrivera. Je pense qu'il n'y aura pas trop de problème pour retrouver du travail derrière. Je pense que c'est jamais si simple, mais oui, c'est voilà. Mais d'ailleurs, c'est peut-être pas ça. D'ailleurs, pour moi, le plus gros risque. Le plus gros risque, c'est de s'investir, parce que quand tu travailles dans une entreprise, quand tu prends la présidence du SNITEM, quand tu es au CA, quand tu es au bureau, bah oui, c'est de l'investissement, et c'est de l'investissement complètement gratuit en plus. On n'est pas du tout rémunéré pour ça. C'est le risque de se faire taper dessus, c'est le risque qu'il y a des gens qui t'aiment pas, mais quand tu fais pour des bonnes raisons, je pense que c'est pas un risque en fait, c'est juste une opportunité. Je voulais revenir là-dessus parce que tu m'en avais parlé en préparation, que justement ça a été un risque, c'était un vrai changement de changer de poste, de partir de Medtronic pour aller chez GE à 50 ans. Comment tu l'as vécu et quels sont tes ressorts? Et peut-être, vu qu'on a parlé de tous ces sujets-là, qu'est-ce que tu conseillerais aux femmes qui feraient le même parcours? Déjà, à ta question, ce que je dirais aux femmes, moi je dis toujours, j'ai pas de regrets dans la vie. Sincèrement, j'adore ce que je fais, je suis très heureuse de le faire. C'est pas tous les jours facile, ça je dirais le contraire enfin, ce serait pas le cas. Mais allez-y
Et on peut toujours y arriver. Il y a toujours une solution, en fait. Par contre, il faut un peu réfléchir à la solution. Et puis, des fois, faut accepter que des personnes ne comprennent pas toujours. Moi, quand j'étais jeune, par exemple, j'avais fait le choix de vivre en province, de pas avoir d'appartement à Paris. Les gens, ils comprenaient pas mon mode de vie. Ça me permettait d'avoir une vraie liberté pour travailler le soir et de pas être frustrée de pas aller rejoindre mes enfants. Mais par contre, quand j'étais avec mes enfants, j'étais avec mes enfants. Quand j'ai pris le poste de General Electric, on m'a proposé de prendre la présidence du SNITEM, c'est pour ça que j'étais que la deuxième femme. J'ai dit non parce que je peux pas faire les deux en même temps, ça je sais que je peux pas. Par contre, la deuxième fois, là j'ai dit je peux, donc j'y vais. Donc j'ai pas de regret de pas l'avoir pris la première fois. Pour revenir sur ce que disait David, je pense qu'en effet, même s'il y a une pression au quarter et qu'on va retrouver dans les entreprises, mais aussi qu'on va retrouver dans une organisation un petit peu comme le SNITEM, même si on est sur le plus long terme, il y a toujours ce qu'on doit faire dans l'immédiat. Je pense que, et on en a discuté, le plus important, c'est de savoir là où on veut aller et comment on veut y aller. Voilà. Peut-être... Il y a aussi, vas-y, David, si tu veux. Il y a aussi autre chose que dit Philippe Laroche. Alors Philippe Laroche, il me met le défi à chaque fois de le citer. alors je le cite. Il est intervenu la dernière fois chez Women in Medtech. Je pouvais pas être ce soir-là. Et Philippe Laroche dit, en fait, quand tu as une job description pour un poste de CEO, quand une femme la lit, si elle se dit, bon, je coche que 80%, je vais pas postuler. Et un homme, lui, quand il coche 10%, il se dit, ouais, j'ai peut-être mes chances. Et en réalité, je pense qu'il y a aussi ce prisme-là, c'est-à-dire que les femmes, elles ont tout ce qu'il faut pour pouvoir postuler sur des fonctions de CEO, donc allez-y, foncez, même si vous avez que 30 ou 40% ou 50% de cases cochées, il faut oser, parce qu'en réalité, ce qui fait la différence aujourd'hui, ce sont les soft skills. Alors, tu as raison, c'est connu, mais c'est pas si facile que ça à changer. Voilà. Ah oui, non. Parce que... Et on en parle. Voilà. Et donc, c'est aussi important que les hommes aillent chercher les femmes parce qu'ils doivent le savoir. Voilà. Si on attend que les femmes cochent 80% les 10% des cases pour y aller, ce qui à mon avis d'ailleurs pas terrible au passage, on n'est pas arrivé. Juste, et tout à l'heure j'étais en hésitation sur ta question là aussi, sur ce que tu dirais aux femmes. Je pense qu'il y a aussi un point important. On fait beaucoup l'amalgame dans notre pays, on n'a pas discuté de ce sujet, sur le medical device versus la pharma. Ouais, parce qu'on disait tout à l'heure. Alors que ça a des points communs. On est dans la santé, on s'occupe des patients, mais il y a énormément de différences. Et que pour ça, il faut vraiment le comprendre pour pouvoir aussi agir. Et agir de la bonne façon. Parce que toutes les difficultés dans lesquelles on est actuellement, sur des éléments un peu techniques, pour ceux qui sont dans le DM, ils vont tout de suite le comprendre, la clause de sauvegarde, c'est parce qu'on a essayé de copier des modèles du médicament au DM. Et quand on le dit, on n'est pas écouté. Pourquoi ? Parce que les gens qui nous gouvernent, nos politiques, nos administratifs, nos administrations ne connaissent que le modèle du médicament. Eh oui. Donc, pour revenir, si je faisais le pont avec ta question tout à l'heure, c'est comment est-ce qu'on s'assure qu'on ait des gens qui soit connaissent ou soit en capacité d'accepter, de déconstruire ce qu'ils connaissent pour travailler sur les bons sujets. Et là, on pourra faire des changements de fond. Et c'est une des difficultés qu'on a au SNITEM, c'est que souvent, on nous a comparé avec le LEM. On a beaucoup progressé, mais comme je disais, il y a encore beaucoup de progrès à faire. Et ça, pour revenir à ton point, c'est le long terme. Et c'est notre mission. C'est pas ma mission, c'est pas la mission de Laurence, c'est la mission des équipes du SNITEM qui travaillent tous les jours, c'est la mission du CA, c'est la mission du bureau, de vraiment faire connaître les différences en fait du dispositif médical, mais aussi de s'assurer qu'on travaille dans la santé, donc collaborer avec le LEM, collaborer aussi avec France Biotech par exemple, et de nombreuses organisations, pour qu'on soit plus fort, parce qu'il y a une conviction, c'est que si on est plus nombreux, on sera plus fort. C'est pas une personne, il n'y a pas une personne qui se considère comme le monarque absolu qui va résoudre les problématiques. C'est ensemble, ça c'est sûr. Le King. C'était le sujet.
Looking, je n'ai pas compris. Non, c'était avec Dan. Hein. Ah, ok. Voilà, c'était. Et repasser à l'épisode 1. Je suis passé à l'épisode d'avant, c'est pour ça. Excusez-moi, je me fais des auto-private jokes. J'ai envie d'aborder un petit peu la question de leadership, de rôle modèle. Est-ce que tu as conscience que tu es un rôle modèle aujourd'hui dans l'industrie medtech pour beaucoup de femmes et beaucoup d'hommes aussi, finalement? Oui. Oui, ok. Oui, je vais pas te dire non. La réponse est oui. Et je peux même te dire quand, en fait. Si je résume de façon très simple, j'ai été une femme qui se cachait dans un monde d'hommes jusqu'à temps que je prenne la présidente de Medtronic. Okay. J'ai été cette femme qui essayait de s'habiller de couleur un peu sombre pour pas avoir la tête qui dépasse alors que je suis 1m80, donc c'est pas toujours simple. J'ai été cette femme qui a remis en place un de mes patrons parce que quand il m'a dit on est très contente que Laurence soit là, je lui ai dit parce qu'elle est une femme, je lui ai dit j'espère que je suis pas là parce que je suis une femme. Donc pendant toute une carrière de ma vie, j'ai fait ça. Et quand j'ai pris la présidence de Medtronic, et merci à toutes mes collaboratrices qui sont venues me voir, j'en ai vraiment quelques-unes en tête, en me disant, écoute Laurence, ce qui a l'air hyper simple pour nous, c'est hyper compliqué. Ta façon de t'organiser, c'est hyper compliqué. Ta franchise, c'est hyper compliqué. Se positionner par rapport aux hommes, c'est hyper compliqué. S'organiser, c'est hyper compliqué. Aide-nous. Et ça a été un déclic. Et c'est à partir de ce moment-là où je me suis dit, et j'ai été aidée par beaucoup de personnes, mais je ferai une petite aparté, mais Valérie Coursier, qui est responsable communication chez Medtronic, a été déterminante à cette époque-là parce que elle m'a aidée à me positionner dans mes idées, qui sont les miennes, mais du coup, c'est quoi, qui je suis, comment j'ai fait, pourquoi la diversité, et c'est là où j'ai juste réalisé que avoir des équipes diverses, c'était pas à partir de ce moment-là, ça a toujours été le cas, comme tu le disais. J'assumais des fois de prendre des décisions en tant que manager que beaucoup n'auraient pas assumé. Et c'est à ce moment-là où je me suis aperçue en effet que j'avais aussi un rôle de rôle modèle, comme tu dis en fait. Et j'essaie de le porter, j'allais dire, avec la valeur que ça a, donc juste d'aider toutes les femmes, toutes les jeunes filles, en me disant, j'espère qu'il ne faudra pas 286 ans, je crois que c'est le chiffre exact, pour avoir l'égalité dans notre société. J'espère parce qu'en plus il y a plein de choses qui pourraient faire qu'on recule, donc que ce soit bien plus long. Et je porte des idées qui des fois beaucoup de gens me disent mais attention, ça c'est un peu dangereux quand t'es chef, quand t'es patronne d'industrie. Oui, j'ai porté l'IVG. Oui, okay. Et ben l'IVG dans la Constitution, moi j'ai été personnellement outrée qu'il y ait presque autant de députés qui disaient non que oui, parce que j'ai été outrée qu'ils réalisent pas qu'il y avait ce risque aux États-Unis et que ça puisse arriver dans notre pays. Et une chance qu'on l'a passé, sinon on serait peut-être encore à risque. Et je pense que on doit être des patrons courageux, peu importe la taille de nos entreprises. Voilà, que ce soit les startups, les PME, les grands groupes, et même on peut porter des sujets difficiles, même quand on est présidente du SNITEM. Et ça, c'est aussi un des rôles modèles, et c'est pas uniquement un rôle modèle féminin. Pour moi, c'est un rôle modèle, j'allais dire, humain. Voilà. Est-ce que tu en as, toi, de ton côté, des modèles qui t'ont inspiré? Oui, j'en ai plein. Un qui sortirait un petit peu du lot, une. J'en ai plein parce qu'il y a évidemment toutes ces femmes qui se sont battues pour nous, toutes les Simones, comme j'aime les appeler. Je suis aussi fan de Françoise Dolto en tant que maman. Mon premier modèle, c'est mon père, et j'ai pas honte de le dire parce que ça fait partie des hommes les plus courageux que je connais, et je pense que je détiens ce courage de lui. Dans mon environnement professionnel, le premier homme qui m'a nommé manager, c'était un homme, Paolo Battaglia, chez Medtronic. Il était italien, donc voilà, on peut être aussi pour la diversité, même quand on est italien, par exemple. J'ai un homme qui m'a beaucoup marqué, et je le cite dans mon TEDx, je vais le citer aujourd'hui. C'est Alain Mazzucchelli. Voilà, je pense qu'il m'a permis, quand j'étais chez Medtronic, de travailler à ses côtés, ce qui m'a permis aussi d'être qui je suis. Voilà, Alain Mazzucchelli, il est décédé de la maladie de Charcot, et ça aussi, ça fait partie des choses où je vais prendre des positions, je vais travailler avec des fondations. Par exemple, je travaille avec la fondation de recherche endométriose pour General Electric, mais je travaille aussi avec la fondation pour le cœur, parce que je pense que c'est des batailles qu'on doit mener. En fait,
c'est vrai que quand j'étais jeune, je voulais être chirurgienne en Afrique. J'assume d'être une femme de santé. Voilà, et j'assume d'être une femme de santé rôle modèle. Et c'est pour ça que je pense que j'ai pris la présidence du système. C'est pour toutes ces bonnes raisons. Et pas parce que je suis à la tête d'une grosse société américaine aujourd'hui, General Electric Healthcare. Parce que peut-être que demain, je serais juste, je sais pas, à la tête d'une start-up, j'en sais rien. Du gouvernement. C'était quelque chose qui m'avait marqué, c'est quand tu as dit que les industriels étaient des acteurs de santé. On est des acteurs de santé, les industriels sont des acteurs de santé, et nous sommes des acteurs de santé. Et si on n'est pas convaincu de ça, on peut pas bien faire notre travail. Ça, j'en suis convaincue. Parce qu'on peut pas aller parler d'égal à égal avec l'ensemble, en fait, des organisations auxquelles on doit parler. Des journalistes, des politiques, des administrations, nos clients, un directeur d'hôpital, un directeur de clinique. Voilà. Comment ça se fait que... Comment tu as changé ton rêve de vouloir devenir chirurgienne à maintenant top manager Alors, je dis souvent que je suis mieux là où je suis parce que je pense que si j'étais derrière une table d'opération, je pense que je pourrais pas faire tout ce que je fais. J'ai énormément, j'allais dire, je trouve que faire ce type de métier, c'est très courageux. C'est un hasard de la vie, en fait. J'ai pas fait médecine, j'avais fait un bac E, donc c'était quand même pas le truc le plus logique. Avec mon père, on n'avait pas d'argent, on s'est dit, les études de médecine, c'est hyper long, oui. Donc est-ce qu'on arrivera à les financer parce que c'était quelque chose de commun. Ça s'est pas fait et c'est bien parce que je suis hyper heureuse d'être là où je suis et tous les jours, je me dis que je prends les bonnes batailles. Voilà. Est-ce que GE ou le SNITEM mettent à disposition des bourses, justement, des bourses au mérite un petit peu pour... Alors, je pense que ouverte, là, complètement, je ne sais pas si ça existe dans la santé. Toutes les sociétés font en effet, on fait des bourses, que souvent ça va être avec les associations, les syndicats. Oui, après c'est malheureusement souvent une goutte dans l'eau, mais pour le coup, oui, moi j'étais boursière, donc ça m'a beaucoup aidé pour financer mes études, même si par exemple j'ai dû travailler après, mais ou pendant. Voilà. On peut passer sur la séquence totem. Ouais, totem. Alors, totem. Donc, du coup, la séquence totem. Alors, qu'est-ce que tu nous as ramené, Laurence ? Alors, ça a été compliqué, pour être tout à fait honnête. Un diamant. Et merci de me l'avoir rappelé ce matin. Parce qu'en fait, au début, d'ailleurs, j'ai hésité entre la photo de famille. J'ai une famille reconstruite suite à un divorce il y a 3 ans et pour le coup, ça reste la chose la plus importante pour moi. J'avais un petit objet qu'on m'a offert lors d'un voyage aussi. Et ça, on n'en a pas parlé, mais je pense que l'ouverture d'esprit, c'est un truc qui est hyper important et qui permet d'être balancé parce que c'est là aussi on voit les différences et c'est là où on peut être convaincu de la diversité, la culture. Puis je me suis dit, en fait, non, cette émission... J'ai vraiment voulu la faire en tant que présidente du SNITEM. Donc, qu'est-ce qui peut représenter ça ? Et en plus, j'ai 2 vies. J'en ai une en province, une à Paris. Et là, ce matin, évidemment, j'étais à Paris. Et j'ai pris avec moi, ce n'est pas un diamant, David. C'est quelque chose qu'on m'a remis l'année dernière sur engagement et méritocratie. Et c'était le prix de l'innovation et des nouvelles technologies. Le prix 2024. Et d'ailleurs, c'est pas l'année dernière, c'était au début de l'année. Et je l'ai pris parce que je pense que ça représente vraiment l'ensemble des discussions en fait qu'on a eues et où bien sûr tu peux, ça a juste une valeur sentimentale et, à mon avis même si ça casse c'est pas grave. Je suis mais vraiment convaincue, je pense que c'est la discussion qu'on a eue en tant qu'industriel. On doit être en capacité d'expliquer pourquoi on a besoin d'innovation, donc pourquoi on doit gagner de l'argent pour faire de la recherche et du développement, et que la technologie, il faut l'utiliser à bon escient, pas pour de mauvaises raisons marketing. Je crois que c'est un sujet qui a été abordé, entre autres, avec Jamel. Ça peut être la solution, donc il faut essayer d'expliquer ce que c'est, pourquoi on en a besoin, comment ça se construit, comment on peut la ramener en France, comment ça peut participer aussi à une amélioration économique parce que si on la fabrique en France, ça crée des emplois. Comment on doit former les jeunes parce que tout à l'heure on parlait de comment on attire les jeunes. Je pense que ça commence très très tôt pour les attirer. Je parlais hier avec une école qui disait quand on parle d'industrie, on n'attire plus les jeunes. Oui. Si tu parles de mode, tu as plus de chances... D'influenceurs, de TikTok, de créateurs. Voilà, tu as plus de chances d'attirer des modes, des jeunes. Si tu parles de parfum aussi. Si tu parles d'intelligence artificielle, tu as
tu as beaucoup de chances de faire peur aux gens. Eh bien, par exemple, ça, c'est un sujet que moi aussi, j'ai décidé de porter parce que l'intelligence artificielle, le numérique, ça fait partie des innovations. Ça fait partie de la technologie. Il n'y a plus de DM à ce jour qui peuvent être uniquement des DM techno, mais il y a dans tous nos DM, il y a du numérique. Donc, comment est-ce qu'on a ces jeunes, comment est-ce qu'on a ces jeunes femmes qui vont avoir envie de travailler dans notre industrie? Et pour ça, il faut comprendre. Donc, j'étais en effet très fière quand on m'a remis ce prix méritocratie. Tout à l'heure, tu disais rôle modèle. Est-ce que ça te parle? Je t'avoue que quand on m'a parlé de méritocratie, je me suis dit, waouh, c'est quoi le mot derrière méritocratie? Moi, je le vois un peu, des fois, je le vois un peu négativement. Exactement, mais j'étais exactement comme toi. C'est l'inverse de kakistocratie, en réalité. Parce que là... Il faut les replacer. Et tu sais quoi? Mais c'est exactement pour ça que j'ai pris ça. Je me suis dit, en fait, c'est le lien. C'est le lien entre ce qu'on va discuter, du pourquoi, et c'est l'inverse de ça, en fait. Et je sais pas, il y a certainement plein de gens qui auraient pu avoir ce prix. Il y a plein de médecins qui sont juste exceptionnels, mais par contre, qu'on le remette à quelqu'un qui est une industrielle, qui fait tout son parcours dans l'industrie, eh bien, ça m'avait touchée. C'est pour ça que j'ai pris ce thème, parce que je trouvais que ça représentait bien l'idée que je voulais faire de ce talk show. Voilà. Et tu le mérites, c'est indéniable. Et c'est aussi pour ça que nous, on a absolument voulu échanger avec toi aujourd'hui. C'est parfait. Merci beaucoup. Moi, j'ai apprécié le fait que tu sois très honnête dans tes réponses. Tu donnes énormément d'énergie. Positive. Tu sais que c'est quelque chose qu'on me reproche, c'est d'en avoir trop. Non, moi, c'est une très bonne chose. Non, mais tu sais, moi, ça m'a réveillé. Je voulais peut-être finir sur un petit dernier sujet. Il y a peut-être deux, trois questions pour vraiment terminer. Tu as parlé d'ouverture, que c'était important. Comment tu t'ouvres au monde? Alors, comment je m'ouvre au monde? J'essaie toujours d'écouter, de lire des choses que j'ai pas envie d'écouter ou envie de lire. Déjà, c'est vraiment ce qui m'anime tous les jours. Même dans la presse, j'essaie de lire des gens que j'aime pas, par exemple. J'essaie de me connecter à tous les sujets parce que j'ai vraiment aussi cette conviction que tout est connecté, en fait. Et s'il y a quelque chose que je déteste, c'est les gens qui sont monogames. Qui ne s'intéressent que, et même dans mon industrie, c'est souvent une bataille que j'ai eue, j'ai travaillé dans des grands groupes, je suis une femme de transverse, voilà, et les gens qui s'intéressent uniquement à leur ligne, et qui en ont strictement rien à foutre, s'il y a un peu de choc, de ce que fait son voisin, voilà, ça je déteste ça, donc ça c'est vraiment ma capacité d'ouverture. J'ai eu cette envie, comme plein de gens, je suis sûre, sur mes réseaux sociaux, des fois, de dire celui-là, je veux pas l'entendre, je déteste ce qu'il me dit. Eh bien, actuellement, j'essaie de me dire, je veux essayer de comprendre pourquoi il pense comme ça, parce que si j'ai un objectif, c'est de pouvoir discuter avec lui et peut-être de le faire changer d'avis, par exemple. Voilà. Donc, c'est vraiment, j'essaie d'avoir une ouverture très, très large et d'accepter d'être dans des environnements où je me sens même pas très bien, voire pas à ma place, en me disant, ça c'est aussi une forme d'ouverture et ça serait une sorte de fermeture si je le fais pas. Ce qui est pas toujours facile. Clairement. Et la dernière question, what's next? Je ne sais pas. Quand j'étais chez Medtronic, je disais je ne travaillerai plus dans un grand groupe. J'ai fait 20 ans. Où est-ce que vous voulez que j'aille? Je suis chez General Electric. Il faut se rappeler quand même que quand j'ai intégré, c'était GE en plus. C'était pas General Electric qui est maintenant indépendant. Donc, ne jamais dire jamais. Ça, c'est un truc dont je suis absolument convaincue. Je l'ai malheureusement vécu dans ma vie personnelle aussi. La seule chose qui m'importe, c'est de faire quelque chose qui apporte quelque chose au monde dans lequel on vit. On vit peu de temps. Si ça se trouve, ce sera dans pas très longtemps. Si ça se trouve, je serai encore 50 ans et je fais partie de ces gens qui se baladeront avec une canne. J'en sais rien. De se faire plaisir, d'apporter des choses à mes personnes proches, mais aussi aux personnes plus larges, et de faire les choses pour les bonnes raisons. Ça, c'est la seule chose qui m'importe. Faire les choses pour les bonnes raisons. C'est pour ça que j'avais décidé de prendre la présidence du système. C'est sur ce point-là ce qui m'importe tous les jours. Et tu vas dire, là, t'es un peu politiquement correct. Non, non et non. Et je peux te dire que toutes les réunions que je fais, je les fais dans ce sens-là. On sera au ministère jeudi. Je fais jamais de la langue de bois.
je reste moi-même. Et c'est Éric Leroy qui dit toujours, c'est pour ça qu'on l'aime. Eh bien, espérons qu'on continue à m'aimer pour ça. Il n'y a même pas besoin de faire de conclusion, c'était absolument parfait. Je pense qu'on a fait le tour, David. Ouais, c'est parfait. Merci beaucoup, Laurence. Merci à vous, en tout cas. Est-ce qu'il y a juste, pour conclure... c'est la fin de la fin de la fin. Non, mais est-ce que toi, tu aurais voulu parler d'un sujet qu'on n'a pas abordé pendant ce talk show, ou est-ce que tu dirais, on a balayé quand même globalement tous les sujets qui te tiennent à cœur? Écoute, je crois qu'on avait un objectif et t'en avais un, c'est qu'on parle du DM positivement, en fait. Donc, il y avait certainement plein de choses sur lesquelles on pourrait aller, parce que le DM, c'est super large. J'espère que, en tout cas, les jeunes, qui nous ont écoutés, ça leur donnera peut-être envie de nous rejoindre, et les femmes aussi, d'ailleurs, et de se dire, ça peut être un environnement, on peut grandir, on peut évoluer, on peut rester soi-même, on peut avoir du sens. Donc non, c'était un super exercice. Je sais pas si on a passé 1h30, parce que on a oui, passé une bonne heure et quart pour l'instant, une bonne heure avec la petite pause. Mais non, c'était vraiment un bon exercice. Je pense qu'il y a énormément à faire, et peut-être la seule chose, et on en a discuté, il nous faut du courage. On est vraiment dans un moment qui fait peur, et je pense que si on est un peu honnête, tout ce que j'ai entendu là dernièrement, c'est waouh, j'ai jamais imaginé qu'on allait pouvoir vivre le monde dans lequel on est là. Ouais. Moi-même, je pensais plutôt qu'il y avait un risque dans 2 ans. Je le dis, j'ai 2 filles, jamais imaginé que je puisse laisser ce monde-là à mes enfants. Et j'ai eu cette pensée des fois de me dire, est-ce qu'il faut fuir, est-ce qu'il faut rester? Bon, il y a une chose qui est sûre, c'est qu'il faut continuer à se battre, et que pour se battre, il faut du courage. Donc voilà, rejoignez-nous nombreux. C'est une super industrie, et on a besoin de diversité. Voilà. Donc David, arrête pas ce que tu fais, parce qu'il faut que tu nous les recrutes aussi. Et puis, alors, c'est pas parce que David est là, parce que là, j'entends déjà tous les autres recruteurs. Oui, non. La concurrence, elle est bonne dans l'industrie. On a besoin des petites, des moyennes et des grandes sociétés, et on a besoin de plein de recruteurs aussi. Oui. Voilà. Donc, ce n'est pas que pour David. C'est parce qu'il a proposé de faire le talk show. Mais tu as absolument raison, Laurence. Voilà. La concurrence, c'est super. La concurrence est saine. Mais oui, c'est ce que je dis à mes confrères. D'ailleurs, je les connais quasiment tous, on s'entend très bien. Et on n'a pas tous les mêmes sensibilités, la même façon de conseiller les clients. Et donc, en réalité, cette diversité, elle est saine, et puis elle nous permet de nous tirer vers le haut. Donc, c'est super. Moi, je bénis la concurrence. Et c'est très bien comme ça. Et peut-être un petit point pour toi, Myriadec. T'es jeune, t'es brillant. Mais des chaussettes. Tu oses. J'ai des chaussettes. C'est des chaussettes invisibles. Zut, je pensais qu'il y avait que moi qui mettais les tennis sans chaussettes. Mais bien, aide-nous, j'allais dire, parce que alors moi, j'ai toujours été entourée de gens jeunes et autour de moi, mais divers, donc de tous les âges. Mais je pense que tu peux nous aider aussi à ramener plus de monde dans cette industrie. Donc, si tu as des idées, c'est l'enjeu. Moi, n'hésite pas. C'est la communication. Je fais de la communication. On va en faire. Je vais te faire juste un petit format juste après la fin de cet épisode. Encore. Encore, mais il dure 5 minutes celui-là, et c'est ce type de format, ce qu'on vient de faire là, qui permet, je pense, de toucher les cœurs et nous emmener vers le meilleur. Oh, c'est beau, ça rime. Parfait, on est tout beau. Merci, Myria. Merci infiniment, Laurence. Merci beaucoup. À bientôt. À bientôt.